Bonjour et bienvenue dans La Règle de 4, l'émission de patrimoine qui vous donne le choix. Et justement, dans ce numéro, le dernier consacré aux églises et aux chapelles de Moselle, je remettrai le prix de perle mosellane à l'église qui a engrangé le plus de votes sur la page Facebook de l'émission cette semaine. Mais avant, revenons sur les 4 édifices qui sont en lice dans cette première série de La Règle de 4, dans l'ordre que vous avez découvert au cours de ces 4 dernières semaines. Le premier édifice sélectionné dans cette série, la chapelle Sainte-Croix de Forbach, située sur les hauteurs de la ville. Cette chapelle, vieille de presque 800 ans, a une histoire exceptionnelle et mouvementée. Pour la comprendre, nous avons rencontré ceux qui font vivre cette église, jour après jour, mais aussi ceux qui assurent sa sauvegarde depuis plus de 50 ans. Revenons sur le premier édifice de cette série, la chapelle Sainte-Croix de Forbach. Depuis le XIIIe siècle, cette chapelle surplombe Forbach, du haut de cette colline. Un lieu où se côtoient différentes époques, dévoilées par de nombreuses architectures différentes. Le diacre des lieux nous attend sur place pour nous les présenter. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Tim. Merci de nous accueillir ici. Donc on se trouve sur le mont Sainte-Croix, donc qui surplombe un peu Forbach, et au pied de cette chapelle Sainte-Croix. Tout à fait. Qui est extrêmement importante dans le cœur des Forbachois, des Forbachoises. Ah, tout à fait. Même pas seulement les Forbachois, mais tous les gens de la région qui viennent, même les Allemands, donc fréquentent ce lieu. Oui, c'est vrai qu'on se trouve juste à côté de la frontière avec l'Allemagne. Ah ben, on est à 4 km de la frontière et en plus sur le chemin de Saint-Jacques, donc de temps en temps on voit des pèlerins qui vont parfois jusqu'à Compostelle. À l'intérieur, la chapelle, ni très grande ni très petite, offre un cadre plutôt intimiste. Et l'originalité des lieux est aussi supportée par ce pilier central sur lequel reposent les arcs brisés, caractéristiques de l'architecture gothique. Un style et des dimensions qui impriment donc une ambiance bien particulière. Cette chapelle-là est vraiment propice, disons, à une intimité et à retrouver une paix. Voilà. Et on sent aussi qu'on est vraiment dans un puzzle d'histoire. Là, je viens de voir la date 1734 quand on est arrivé. Pourtant, on a parlé du XIIIe siècle, du XIVe, etc. Ici, ça s'est construit entre le XIVe, XVe, XVIe siècle. On voit que, par exemple, dans les vitraux, un vitrail n'est pas forcément identique à l'autre. On voit, par exemple, que donc l'arc qui rejoint le chœur ne tombe pas exactement au niveau du sommet de l'arche. Ben, c'est uniquement parce que le chœur a été construit dans les années 1300 et que la nef ici a été construite dans les années 1400, 1500, 1600. Pourtant, depuis le XIIIe siècle, cette chapelle a plusieurs fois bien failli disparaître. Le dernier grand péril de Sainte-Croix a eu lieu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Largement endommagé, l'édifice aurait pu tomber dans l'oubli, mais c'était sans compter sur l'engagement de certains Forbachois et Forbachoises. Et notamment Lucien Honert, qui se souvient très bien de cette époque. À la dernière guerre, là, de 44-45, par bombardement de tirs d'artillerie, elle a été pas mal endommagée. La toiture, les vitraux, tout ça a sauté. Donc c'est comme ça qu'on l'a retrouvée après-guerre. Il y a eu, on a bouché un peu les trous dans la toiture, etc. Mais l'ermitage commençait à devenir en état pitoyable. Et le curé Nagel, l'archiprêtre de Forbach, a alerté le conseil de fabrique en disant « Écoutez, notre chapelle là-haut, elle est en train de crouler, si on ne fait rien, elle va complètement... » Donc en 1976, les Amis de la chapelle Sainte-Croix ont été créés, mis en route. Aujourd'hui, l'association existe toujours et permet à la chapelle Sainte-Croix d'offrir un cadre de prière unique en Moselle. Alors, il a été fait des travaux énormes à l'époque, sans beaucoup de subventions. Ce sont des gens de la région qui ont donné de leur argent, et ce sont les membres de l'association qui se sont portés garants, en plus, sur le plan bancaire. Ils ont investi personnellement. Donc on a refait le gros œuvre, et vous voyez autour de nous toutes ces pierres qui ont été mises en valeur, intérieures et extérieures, les vitraux, la toiture, bref, on a tout restauré, tout reconstitué, de façon à obtenir ce magnifique bâtiment.
Et les aménagements continuent encore de nos jours. Cet orgue, par exemple, a récemment été acheté, installé et harmonisé. Une autre particularité de cette chapelle, c'est la présence de l'ermitage où habitent les sœurs. Et leur présence participe grandement à la vie des lieux. Donc nous, par mission, les sœurs, nous sommes déjà dédiées à prier tous les jours. Donc nous portons toutes ces personnes qui arrivent ici avec leur poids pour chanter, pour louer, pour les actions de grâce, pour allumer une bougie, prier pour telle personne, déposer leurs intentions. Donc nous les accompagnons dans cet esprit-là et chaque jour dans nos prières, nous pensons à eux aussi. Un lieu qui depuis 800 ans coiffe le flanc de la colline Sainte-Croix, au-dessus de Forbach. Aujourd'hui, ce lieu de culte est aussi une étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et chaque mois, des prières interreligieuses y sont organisées. Preuve que ce lieu de culte où se réunissent différentes époques, architecture et confessions, est avant tout un lieu de rassemblement et d'union. Un lieu splendide et plein d'originalité. C'est le cas également du lieu que nous allons redécouvrir maintenant, l'abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold. Elle est magistrale. Elle se trouve aujourd'hui au cœur du centre-ville. Un emplacement qui était autrefois celui d'un monastère, dont l'abbatiale était un peu la clé de voûte. Retour sur le deuxième édifice de cette série consacrée aux églises et aux chapelles de Moselle, avec l'abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold. En plein cœur de Saint-Avold, l'abbatiale Saint-Nabor est largement reconnaissable. Ses toits en bulbe et son architecture de style classique français participent largement au visage du centre-ville. Construite au XVIIIe siècle, cette abbatiale faisait autrefois partie d'un ensemble bien plus vaste, un prieuré des bénédictins créé bien avant la construction de cette église. Le monastère s'est créé, il s'est mis, donc c'est un monastère bénédictin à partir de 765, c'est Saint-Croix-de-Gand, et c'est Saint-Croix-de-Gand qui ramène donc les reliques de Nabor, qui est un officier romain qui avait été donc démartyrisé à l'époque de Dioclétien autour de 309. Les trésors de cet édifice sont nombreux. Il y a bien sûr les boiseries du chœur qui datent du siècle des Lumières et sur lesquelles les séquelles de la Révolution sont toujours visibles, là où les révolutionnaires ont biffé certaines sculptures de bois. Autre trésor, cette mise au tombeau du XVIe siècle, qui se trouvait autrefois dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, à quelques centaines de mètres de cette abbatiale. Donc on reconnaît la pierre de Jaumont, le grès de nos régions et le grès rose. Donc on peut voir Nicomède et Joseph d'Arimathie, en fait, qui tiennent les bouts de linceul du Christ. Donc là on peut voir le Christ, on peut également voir la Vierge Marie avec Saint Jean qui la soutient parce qu'elle est peinée. Et on peut voir aussi des pleureuses autour, ainsi que Marie-Madeleine qu'on reconnaît grâce à sa longue chevelure. Mais le trésor le plus emblématique de Saint-Nabor, le voici. Cet orgue richement décoré, composé de quelques 2407 tuyaux. Alors on va bientôt découvrir l'orgue avec Eric, l'organiste. Aujourd'hui, tout est électrifié, mais à l'époque, il fallait, pour faire fonctionner l'orgue, qui est un instrument avant, il fallait actionner ses soufflets, et je vous assure que c'est pas si simple. Voilà. Et là, le vent, donc, se répand dans l'orgue, et on pourra entendre les notes. Le titulaire de cet orgue, le voici, il s'appelle Eric Reb et il sait tout de cet instrument extraordinaire. Cet orgue date exactement de 1770. Alors ce qui est important de savoir, c'est que c'est un orgue qui est de type baroque français, parce que bien souvent j'entends l'orgue c'est quelque chose qui est universel. Or, chaque orgue, du moins orgue ancienne, a son histoire, a son secret, a été conçu avec plusieurs personnes, notamment le responsable de la paroisse, notamment l'organiste qui avait également son mot à dire et qui voulait donner et qui voulait obtenir certaines choses par rapport à ses capacités. Mais tous ces trésors ont bien failli disparaître dans les heures sombres de l'histoire mosellane. En effet, en pleine Seconde Guerre mondiale, une bombe américaine traverse la nef et explose en plein cœur de l'édifice alors que les combats de la libération font rage.
L'abbatiale de Saint-Nabor, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, et on pourrait presque dire à 2 reprises, au XVIIIe siècle, après les affres de la guerre de 30 ans, et puis après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il faut bien se souvenir que les nazis vont s'accrocher véritablement à notre territoire, et on va assister à des combats très très violents sur la Moselle d'une part, dans le Varnt d'autre part, et jusqu'en Pays de Bitche. En 1944, l'abbatiale va subir un bombardement. Elle va notamment être décrépit pour son intérieur, notamment les plaques de plâtre, si bien qu'aujourd'hui, quand on entre dans cet édifice, eh bien, on remarque une pierre apparente, ce beau grès rose qui fait tout le charme aussi de cette Moselle de l'Est. Heureusement, petit à petit, Saint-Nabor est restauré, ses trésors sont réparés ou remplacés. C'est le cas notamment des 16 vitraux soufflés en 1944. Les 420 mètres carrés de verrerie rendent depuis les années 60 hommage à la faune et à la flore mondiale, ainsi qu'aux 4 éléments. Depuis le XVIIIe siècle, Saint-Nabor n'a cessé d'évoluer, parfois certes contrainte et forcée, mais c'est aussi par son histoire qu'elle est aujourd'hui devenue l'un des plus beaux éléments de patrimoine du département. Un lieu étonnant, n'est-ce pas ? Il a bien failli disparaître durant la dernière guerre mondiale. Heureusement, elle est toujours là. Partons maintenant à Hayange et visitons une église qui a été construite durant la première annexion de la Moselle par l'Allemagne. Un lieu qui, vous allez le voir, s'inspire d'une autre église, d'une église parisienne. Et son histoire est directement rattachée à l'histoire industrielle du territoire sur lequel elle est implantée. Troisième élément de cette série, l'église Saint-Martin de Hayange. Dans le Val de Fensch, l'histoire du territoire est grandement dominée par la sidérurgie. Et c'est justement de cette époque de l'âge d'or industriel que date cette église Saint-Martin de Hayange. Gérard, le maître des lieux, m'attend à l'intérieur pour débuter la visite. Bonjour Gérard. Bonjour Tim. Tu es donc l'archiprêtre d'Hayange et nous sommes à Saint-Martin d'Hayange, une église avec une histoire un peu particulière, directement rattachée aux 2 derniers siècles de l'histoire de la ville et du secteur. Exact, oui, oui. Elle a donc été construite en 1884, si je ne me trompe pas. De 83 c'est marqué, 84. Sur le fronton de l'église, d'ailleurs, quand on rentre de l'extérieur. Ouais. Elle remplace une église néo-gothique qui n'était plus assez grande et plus assez belle à l'époque de l'explosion de la sidérurgie, donc l'époque des Devindel. La construction et même la conception de cette église est entièrement supervisée par la famille Devindel. C'est d'ailleurs à la demande de cette famille qui finance les travaux que l'architecture de l'édifice ressemble à l'église parisienne La Trinité. Et les richesses de Saint-Martin sont nombreuses. Des peintures liturgiques, mais aussi des vitraux qui mettent en scène les Devindel eux-mêmes en s'intégrant à leur époque grâce aux procédés photographiques. Gérard, cette église s'appelle Saint-Martin d'Hayange. Pourquoi Saint-Martin? Qui était Saint-Martin? Alors Saint-Martin, au départ, était donc un centurion romain. Dans le vitrail, il est représenté en train de couper son manteau en 2 pour donner à un pauvre. D'accord. Ce qui a donné lieu à sa légende, et cette image représente Saint-Martin partout. Par la suite, il est devenu donc ermite et puis évêque de Tours, Saint-Martin de Tours. Puis bon, Saint-Martin était terriblement connu, je crois qu'il y a plus de 1500 églises, ou même villages qui s'appellent Saint-Martin en France. D'accord, oui, effectivement. Saint-Martin du Gard, enfin on peut continuer comme ça, quoi. Et alors ces vitraux qui se trouvent autour de nous, on en a un petit peu déjà parlé tout à l'heure, à quoi servent les vitraux, mis à part à faire entrer de la lumière? Alors en fait, je ne sais pas s'ils servent à rentrer la lumière, des fois ça empêche de rentrer la lumière. C'est surtout ici le cas, dans la mesure où les vitraux sont très chargés. Donc au départ, le vitrail servait à faire entrer la lumière et à fermer. Bon, après, il servait aussi en quelque sorte de BD, ouais, bande dessinée. Ouais. Ça permettait, une fois qu'on avait l'image, de raconter. Alors par exemple ici, on reconnaît Marie, bon, elle est mal éclairée, mais à côté il y a Saint-Pierre avec les clés, puis le livre. D'accord. Bon, un peu plus loin, il y a Marie-Madeleine. Donc on pouvait prendre le temps dans l'église d'expliquer à des gens qui n'étaient pas forcément des lecteurs, ouais, un certain nombre de choses parce qu'il y avait les images.
Autre trésor de Saint-Martin d'Hayange, c'est bien sûr son orgue, magistral, qu'Olivier, son organiste titulaire, connaît par cœur, tant par ses caractéristiques que par son histoire. Magnifique, n'est-ce pas? Bonjour Olivier. Bonjour Tim. Merci de m'accueillir ici donc sur les hauteurs de Saint-Martin d'Hayange. Saint-Martin d'Hayange, donc tu es l'organiste. Tout à fait. Et alors, cet orgue ici est quand même assez exceptionnel puisque, si je ne me trompe pas, c'est le plus grand de Moselle. Voilà, c'est le plus grand instrument de Moselle. Il a été construit en 1894 par la manufacture d'Alstein et Erpfer de Boulay. Ouais. Manufacture qui a une histoire un peu particulière puisque Johann Karl Erpfer était bavarois. Il a fait ses études de facture d'orgue en Allemagne et en Suisse, avant de passer par Paris sur le chantier de l'église Saint-Sulpice, où il y avait un grand orgue qui était en train d'être reconstruit par Aristide Cavaillé-Coll. Et sur ce chantier, il a rencontré Nicolas-Étienne d'Alstein, qui lui était mosellan, qui travaillait comme menuisier sur place. D'accord. Ils ont sympathisé, ils ont décidé, à la suite du chantier de Saint-Sulpice, de s'installer en Moselle, à Boulay, pour fonder leur manufacture. Et ils ont construit énormément d'instruments, en particulier pendant la période d'annexion. Voilà pour la théorie, place maintenant à la pratique. Olivier au clavier va nous transporter au pays des notes. Cet orgue qui comporte 3207 tuyaux fonctionne grâce à de l'air comprimé, un procédé ultra moderne en cette fin de 19e siècle. Si on résume, air comprimé dans l'orgue et procédé photographique dans les vitraux, ça fait pas mal de modernité tout ça. On est véritablement dans cette nouveauté, dans ces nouvelles technologies. Alors aujourd'hui, quand on parle de nouvelles technologies, on songe aux smartphones, etc. Mais pour l'époque, la photographie est une nouvelle technologie que l'on va carrément intégrer dans les vitraux de l'église d'Hayange, ce qui surprend toujours le visiteur d'ailleurs. Véritable bijou d'architecture dont la façade s'inspire de la Trinité parisienne, l'église Saint-Martin de Hayange est un remarquable édifice du patrimoine mosellan, directement rattaché à l'histoire du territoire. Superbe église Saint-Martin de Hayange, autant de l'extérieur que de l'intérieur, ce qui n'est pas forcément le cas de la dernière église que nous allons découvrir maintenant. Située à Silény, l'église Saint-Martin, là aussi, plus connue sous le nom de Sixtine de la Seille, paraît assez banale vue de l'extérieur, mais à l'intérieur c'est un véritable trésor. Pourquoi? Réponse en images, il s'agit là du dernier élément de patrimoine en lice dans cette compétition de la règle de 4. Au sud-ouest du département, à Silény, se cache un véritable joyau de patrimoine. Alors je sais, de l'extérieur, elle a pourtant l'air plutôt banale. Pourtant, à l'intérieur, il y a de quoi s'émerveiller. Silény, ce qui est intéressant, c'est que de l'extérieur, elle ne paye pas franchement de mine. Et s'il n'y avait pas les panneaux au bord de la route pour indiquer la Sixtine de la Seille, peu de personnes feraient le crochet donc, par cette église qui se trouve au milieu d'un village qui lui-même est assez banal. C'est le village lorrain traditionnel. Alors quand on entre dans l'église de Silény, là on en prend plein les yeux. C'est waouh, ces peintures qui recouvrent quasiment tous les murs, des peintures du XVIe siècle avec des personnages en costume d'époque, et on se plaît alors à regarder, à essayer de comprendre, de déchiffrer toutes ces fresques qui évoquent l'âge d'or du duché de Lorraine. À l'intérieur, Daniel Perrette m'attend pour m'éclairer et me présenter ces incroyables fresques du XVIe siècle et qui sont à l'origine du surnom de cette église, la Sixtine de la Seille. Bonjour Daniel. Bonjour Tim. Merci de m'accueillir donc à l'intérieur de cette magnifique église Saint-Martin de Silény. Donc toi, tu es présidente de l'association qui s'appelle la Sixtine de la Seille. Alors ma question va peut-être paraître un peu stupide, mais pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Parce que tout simplement, le prêtre Jean-Marie Pyrrhus, qui a donc fondé l'association, a voulu faire un clin d'œil à Michel-Ange. Parce qu'en 1540, je vais vous montrer là, vous avez le jugement dernier, le Christ juge, en dessous vous avez le Christ docteur. D'accord. Au niveau de la tête du Christ docteur, vous avez 1540 en chiffres romains. Oui, oui. Or, en 1540, Michel-Ange terminait la chapelle Sixtine. Ah, donc c'était le petit Alors, clin d'œil. Jean-Marie Pyrrhus a voulu faire un petit clin d'œil et l'association s'est appelée comme ça. Mais les médias, tout le monde a appelé ensuite l'église la Sixtine de la Seille. Bon, voilà.
Chaque mur raconte des chapitres entiers de la liturgie catholique, de l'Ancien et du Nouveau Testament. À gauche du chœur, il y a bien sûr ce splendide arbre de Jessé, qui représente ni plus ni moins l'arbre généalogique du Christ. Sur les murs, les saints veillent sur l'édifice et au plafond, les plus importants semblent prêts à s'envoler. Et de l'autre côté de la nef, voici l'une des œuvres maîtresses des lieux, comme me l'explique Daniel. Vous avez ce grand jugement dernier, Avec beaucoup de détails. Énormément de détails. Et parmi tous les détails, on voit aussi beaucoup de représentations démoniaques. Oui, c'est ça. Regardez, ça c'est l'enfer. Regardez le diable, il rôtit, l'homme est rôti à la broche, vous voyez. Oui, la l'autre, torture. oui, et l'autre il souffle sur le feu. L'autre, il amène les âmes dans une hotte et dans une brouette. Vous avez Satan qui est enchaîné. Et de l'autre côté, vous avez le purgatoire. Alors vous voyez, le purgatoire, il est moins effrayant que l'enfer. Parce que les âmes, elles lèvent les bras et elles espèrent arriver un jour au ciel que vous avez au-dessus. Le paradis, donc représenté... Voilà, ce château avec Saint-Pierre et sa clé. Oui. Et puis surtout, le Christ juge sur la nuée, avec la Vierge Marie à sa droite, Saint Jean-Baptiste à sa gauche. Et là, le Christ, il dit « Venez les bénis de mon Père ». Et à la gauche, il dit « Allez maudits en enfer ». D'accord. On est devant un résumé de la croyance catholique, vraiment là, sur une seule fresque. Voilà, oui, tout à fait. D'accord. Donc Daniel, on se trouve vraiment ici dans un véritable bijou, véritable trésor de patrimoine, ici en Moselle et même pour le monde entier. C'est un véritable trésor à voir absolument. Et vous dites bien le monde entier parce qu'on a déjà eu énormément de visiteurs de beaucoup de pays. Je ne veux pas dire le monde entier, mais quand même. Ça va venir. On a eu de l'Asie, on a eu des pays de l'Est, énormément de Français, de Lorrains, voilà. La Sixtine de la Seille est un véritable trésor, mais aussi de facto une grande responsabilité pour ceux qui s'en occupent. Et ce n'est pas Jean-Marc, le maire de Sillény, qui dira le contraire. Cette église, j'imagine que c'est un atout indéniable pour le village de Sillény. Ah, c'est un grand atout parce que Sillény est un tout petit village de moins de 500 habitants. Et sans la notoriété de notre église, beaucoup de Moselans, de Lorrains, voire d'étrangers ne connaîtraient pas cette église. Parce que vraiment, là on vient de voir à l'intérieur, c'est vraiment un rayonnement de l'art religieux ici en Moselle. Ça, c'est des trésors qu'il faut sauvegarder. Ah, tout à fait. Alors, à l'heure actuelle, on fait plutôt des travaux sur la sauvegarde des fresques. Ça a été en 2002-2004. Mais c'est pas repeindre les fresques, c'est vraiment les rafraîchir, les nettoyer, un travail d'orfèvre. Et maintenant, c'est plutôt la conservation des fresques. On a mis en œuvre à modifier le chauffage de l'église, plus de l'air pulsé qui est néfaste par les chocs thermiques, par la condensation. On est en train de mettre en œuvre un plancher chauffant. C'est de l'investissement pour la commune, mais le patrimoine en vaut la peine. Au XVIIIe siècle, ces fresques sont cachées sous une couche de badigeon. Et ce n'est qu'en 1845 que les œuvres sont redécouvertes et remises en valeur. Quant à l'identité du ou des artistes, aucune certitude. La tradition raconte qu'il s'agit d'un peintre ambulant italien qui aurait été mandaté par le curé de l'époque en 1540. Quoi qu'il en soit, même sans connaître l'identité du ou des artistes, on ne peut qu'admirer ces fresques, des trésors du XVIe siècle qui font de cette église un véritable joyau du patrimoine mosellan. Et voilà le panel complet de cette première série consacrée aux églises et aux chapelles de Moselle. 4 édifices donc, la chapelle Sainte-Croix de Forbach, l'abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold, Saint-Martin de Hayange et la Sixtine de la Seille. Vous connaissez la règle, elles sont 4, mais une seule va remporter le prix de la perle mosellane. Laquelle? Réponse dans quelques instants. Découvrons d'abord ce trophée. Le voici. Il représente le département de la Moselle avec les 5 territoires qui le composent. Un trophée réalisé par l'artisan Loïc Bonomo, dont l'atelier L'Alchimie des Matières se trouve à Marange-Sylvange. Véritable passionné du bois, ce menuisier et ébéniste joue avec les matières en mettant un point d'honneur à travailler avec les scieries locales.
Et ces jeux de matière sur bois se conjuguent aussi bien avec l'acier que le verre ou encore la résine. Et ces talents créatifs sont nombreux, je vous encourage à aller faire un tour sur le site internet L'Alchimie des Matières. Allez, il est maintenant temps d'aller découvrir laquelle de ces églises a remporté ce magnifique trophée. Réponse dans quelques instants. Et c'est maintenant le moment que vous vous attendez tous. Nous allons remettre le trophée de la perle mosellane à l'église qui a remporté cette première série de la règle de 4. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse tout de suite et en images. L'église Saint-Martin de Silény, la Sixtine de la Seille, est une perle mosellane. Alors Daniel, donc, tu es la présidente de l'association La Sixtine de la Seille. On t'a vu dans l'émission d'ailleurs, tu nous as présenté ces fresques incroyables. J'imagine que tu as préparé un petit mot pour cette remise de prix. Oui, bien sûr, Tim. Si Jean-Marc veut bien tenir, voilà. Chers amis, merci à Moselle TV pour avoir choisi ces 4 églises, fleurons du patrimoine mosellan, qui méritent le détour. Merci à Tim et à Jean-François, qui grâce à leur talent, ont réalisé ce magnifique reportage qui a mis en valeur les peintures de l'église d'une façon magistrale. Ce trophée, symbole de la perle mosellane, est une belle récompense pour tous les bénévoles qui se sont succédés. Soyons fiers de notre belle église et continuons notre tâche, car nous ne sommes que des passeurs. On est quand même parti de loin, puisqu'une petite commune de 500 habitants qui joue contre des agglomérations, c'est un peu compliqué. Mais on y a réussi parce qu'il y avait une volonté. Et je remercie donc toutes ces personnes-là, les élus de la communauté de communes, M. Desforges, Margot, ils savent se reconnaître. Tout le monde s'est mobilisé, c'est extraordinaire. C'est aussi peut-être le reflet d'une mentalité de la ruralité, où on est peut-être solidaire plus qu'ailleurs. Et je m'en félicite. Le contenant peut paraître banal, mais le contenu, qu'est-ce qu'il est exceptionnel. Il est même plus qu'exceptionnel. Il est unique en France. Et au monde. Et au monde, à notre connaissance. Venez le voir, venez le découvrir. Vous serez conquis, ébahis, et vous en parlerez à tout le monde. Je vous assure, vous ne trouverez ça nulle part. Venez à Silény. Et voilà, c'est la fin de cette émission de la règle de 4. Donc, l'église Saint-Martin de Silény, la Sixtine de la Seille, est une perle mosellane. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de témoins pour en attester. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle série de la règle de 4.